Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 2. Grand 1. Dans les années 1980 parut un livre essayant de répondre aux aspirations de pourquoi tel ou tel votait. En tout état de cause, les gens votent pour des programmes, et l'idée est de montrer la complexité entre le politique et le citoyen. Grand 2. Pour les métayers du 19e siècle, le bon bulletin de vote était celui du propriétaire. Et s'il pense de gauche, mais que le propriétaire, lui, non, le bulletin de vote ne sera pas en phase avec les aspirations politiques du métayer. Grand 3. Décomposition du livre de l'auteur en 4 grands points. Pour faire court, nous avons donc les droites face à la République, de 1815 à 1914, l'Union sacrée à la Révolution nationale de 1914 à 1944, des droites face aux dangers communistes, de 1944 à 1974, et enfin des nationalistes contre les libéraux à l'heure de l'intégration en France de 1974 à nos jours. Grand 4. À savoir que l'entrée de Valéry Giscard d'Estaing, aussi nommé VGE, est concomitante au chômage de masse en France, et je crois que le livre de Pierre-Yves Rougeron fait la corrélation avec la loi de 1973 et de son conseiller influent et destructeur, Pierre Sirizet. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Les cultures politiques en France. Un livre paru, intitulé « Les cultures politiques en France », rien de nouveau jusqu'ici, dirigé par Serge Bernstein. Oh, en voilà un joli nom. Qui s'amorça quant à lui dans les années 1980 à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université de Paris X, Nanterre, autour de René Raymond. Ce renouveau de l'histoire politique se fit au même moment du renouveau de l'histoire culturelle, où des historiens engagés derrière René Raymond et Serge Bernstein souhaitent répondre aux critiques, nombreuses et anciennes, émises par les politistes, les sociologues et les ethnologues. Le but était alors de renouer le dialogue avec ces derniers. Et bien que les dernières questions pointées par l'auteur juste au-dessus aient un lien avec différents acteurs tels que les sociologues, pour ce seul exemple, les citoyens, tous dotés normalement d'une culture politique, qui varie beaucoup d'un individu à l'autre, ne votent ni pour des philosophies, ni pour des penseurs, mais pour des programmes et des candidats. Et l'auteur souhaite ici nous montrer toute la complexité de ce qu'implique la politique vis-à-vis du citoyen, et de ce qu'il vit au quotidien. Alors, dans l'isoloir, obligatoire dans les bureaux de vote depuis 1913, on ne peut choisir qu'un seul bulletin, et que ceux qui sont présents. L'auteur souhaite nous faire comprendre l'enjeu fondamental de ce qu'il nomme dans son livre le débat historiographique. Pour faire court, il s'agit d'un modeste paysan, devenu citoyen en 1848, du nom d'Étienne Bertin, un métayer, qui est un exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métaillage, qui lui officiait dans le Bourbonnais du 19e siècle. Il ne votait que des candidats de droite, et sa culture politique relevait pourtant du radicalisme, le radicalisme, est une théorie radicale de gauche. Mais les jours d'élection,
Son propriétaire se rendait à la mairie du village et distribuait à ses métayers le bon bulletin de vote. Vous voyez un petit peu comment ça se goupille. L'historiographie, c'est l'étude de la révolution, de l'évolution, pardon, du passé et de la façon d'écrire l'histoire. L'auteur souhaite nous expliquer comment il a décomposé son livre. Grand 1. Les droites face à la République de 1815 à 1914, où il nous expliquera les 3 droites raymondiennes, qu'il présentera comme étant pour la première maurassienne et pour la dernière parisienne. En grand 2, de l'union sacrée à la Révolution nationale, les impasses du nationalisme, de 1914 à 1944, en trésor de la démocratie chrétienne. Puis de l'agrarisme de l'entre-deux-guerres, où les libéraux et les radicaux en alliance, ou encore du premier temps du cartel des gauches, puis du second, et le temps du Front populaire. D'abord le triomphe absolu des droites, puis le naufrage de l'État français, qui faillit entraîner leur mort définitive. Grand 3, les droites face aux dangers communistes, entre communistes et libéraux. 1944-1974. C'était l'affrontement entre gaullistes et communistes, où les libéraux sortiront finalement vainqueurs en 1974. Et grand 4, nationalistes contre les libéraux à l'heure de l'intégration de la France, dans l'Union européenne de 1974 à nos jours. L'élection de VGE, ou encore de son sobriquet Valéry Giscard d'Estaing, à l'Élysée est concomitante à l'entrée de la France dans l'ère du chômage de masse. Nous sommes alors dans une optique néolibérale et européiste. Et donc, si vous avez écouté la petite synthèse, vous savez que tout à l'heure j'ai parlé de Pierre-Yves Rougiron, qui a fait un livre sur l'enquête de la loi du 3 janvier 1973. Et pour écourter sur tout le livre, parce qu'il fait je crois 220 ou 250 pages, peut-être plus, je reprends donc un passage de la page 42-43 lors d'une interview d'un des conseillers les plus influents de VGE, qu'il nomme de son joli nom Pierre Cérizet, son conseiller, qui explique que l'Allemagne a la musique, la France les bistrots et les paysans, là c'est une citation, la France les bistrots et les paysans, et que c'est un pays mort. La France, à l'orée de 1973, ne comptait que 200 000 chômeurs, qui étaient principalement des estropiés de guerre. Dans ses confidences, il dira même que, la France n'étant pas un petit pays, les Français étant incapables de gérer eux-mêmes leurs finances, et qu'il fallait laisser ça à des banques. Est-ce qu'il faut que je le répète? Je ne pense pas. Rendez-vous compte de nos semblables qui nous trahissent à chaque instant. Nous, le peuple français. Quand est-ce que, vraiment j'insiste, quand est-ce que nous allons les chercher par la peau du U? Quand est-ce que nous allons les chercher par la peau du U? Tous ces traîtres. Bon. Bref, l'auteur dit que le Front National devenait les principaux adversaires de l'intégration de la France dans l'Union Européenne néolibérale. Eh bien, je dois dire que pour le dernier paragraphe, bon, j'ai quand même un petit doute, mais pourquoi pas. Épisode à étudier, comme pour tous les autres évidemment. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et pour moi, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre, et je vous dis à très bientôt sur mes lectures.